Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réfléchir un peu ensemble à une manière de penser que je vais vous proposer de laisser derrière nous, d'abandonner. Et d'une manière joyeuse, justement. On va se débarrasser d'une manière de penser qui est à la fois pénible, douloureuse, fallacieuse, et qui par ailleurs participe de l'abîme, de la catastrophe qu'elle prétend combattre. Cette manière de penser, c'est celle qui consiste à annoncer de temps en temps des jours du dépassement. Le jour du dépassement, le jour où nous dépassons, par exemple, la biocapacité de la Terre à régénérer ce qu'elle nous donne. Euh, voilà. Donc c'est ça dont j'ai envie de vous parler, c'est ça dont j'ai envie de nous distraire en un sens, et de nous débarrasser si possible, non pas pour casser le thermomètre, hein, c'est pas ça la question, c'est tout simplement démontrer d'une part que c'est fallacieux, euh, que c'est contre-productif, et puis évidemment se débarrasser d'une manière de penser triste, ça fait toujours du bien. Voilà pourquoi dans la dernière vidéo, je vous annonçais qu'aujourd'hui la vidéo serait joyeuse. Bien, alors, d'abord je vais vous dire de quoi je parle, pourquoi j'en parle, et enfin le cœur de la démonstration. Alors de quoi je parle? Le jour du dépassement, c'est une manière de sensibiliser l'opinion publique aux dégâts produits par l'activité humaine, qui a été développé par une organisation non gouvernementale qui s'appelle Global Footprint Network, donc le réseau empreinte globale, et qui, depuis l'année 1986, en tout cas parvient chaque année à identifier le jour où l'empreinte écologique humaine est plus importante que la biocapacité de la Terre à régénérer des ressources. Donc le jour du dépassement, c'est un temps, une année, dans lequel on importe un rapport entre une biocapacité de la Terre et notre consommation, en quelque sorte. Alors, en 1986, ce jour, c'était le 31 décembre, donc au terme de l'année, on avait consommé autant que la Terre peut produire. Puis cette date a reculé à mesure que, avec une biocapacité constante ou en légère régression, l'empreinte écologique augmentait. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec en 2021 un jour du dépassement qui est au 29 juillet, en 2020 il était au 22 août, en 2019 il était au 29 juillet. Ok, c'est marrant parce que pour la première fois il y a eu un petit retour en arrière en 2020, probablement à cause de la Covid, du Covid. Mais enfin, peu importe, on a en gros une tendance au recul de ce jour qui indique que nous consommons de plus en plus que ce que la Terre peut produire. Bien, voilà. Alors, ça c'est présenté de la manière la plus honnête possible, euh, le modèle qui a créé le jour du dépassement. Alors il a fait l'objet de critiques sur lesquelles je ne reviendrai pas et qui pour l'essentiel consiste à dire que ce modèle est trop imprécis dans son calcul de l'empreinte écologique. Moi je vais faire exactement le reproche inverse. Je vais lui faire le reproche d'être trop précis et on verra comment tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je propose aujourd'hui de réfléchir un peu au jour du dépassement? Eh bien parce que dans plusieurs articles dans la presse, j'ai lu une tribune, j'ai lu une tribune et relayée dans plusieurs organes de presse, parlant du jour du dépassement universitaire. Le jour du dépassement universitaire, c'est ce jour à partir duquel les enseignants titulaires ont fait tous leurs enseignements et on repose maintenant sur les vacataires. Et donc assez naturellement, étant donné le rapport entre enseignants titulaires et enseignants vacataires, euh, le jour du dépassement se situe à peu près au milieu de l'année, dans la période qui est les examens du premier semestre et les vacances avant de commencer le deuxième semestre ou juste au commencement du deuxième semestre. Voilà. Et j'ai trouvé ça complètement ridicule. J'ai trouvé ça complètement ridicule.
Euh, Pourquoi? Parce que ça produit un séquençage qui est complètement aberrant. Il n'y a pas une partie de l'année dans laquelle des enseignants titulaires enseignent et une partie de l'année dans laquelle des vacataires enseignent. Il n'y a pas une partie de l'année dans laquelle l'université est suffisamment abondée pour tenir et une partie de l'année où elle tient par les cheveux. En réalité, chaque seconde de l'existence de l'université tient par des cheveux, tient à rien en quelque sorte. Et cette espèce de séquençage entre une situation saine et une situation pathologique masque complètement le fait qu'en réalité, on est en permanence dans la situation pathologique et nous prémunit contre le fait d'investir psychiquement, intellectuellement, cette situation hybride. La situation hybride qui fait que ça ne tient que par les cheveux chaque jour, chaque seconde. Bon, bien évidemment, il en va de même pour le jour du dépassement de la Terre. Il n'y a pas un moment dans lequel, jusqu'au 29 juillet, nous avons consommé de manière raisonnable, tenable en quelque sorte, et puis un moment dans lequel on a basculé. Et, en réalité, c'est chaque jour, chaque heure, chaque minute que nous consommons trop, chaque heure, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque instant, dans lequel nous détruisons trop par rapport à ce que la Terre peut produire. Bon. Alors évidemment, c'est intéressant parce que hors de ce séquençage, on se rend compte qu'en réalité, chaque seconde est coupable. Il n'y a pas une partie qui serait jouable et une partie qui n'est pas jouable. Chaque seconde, véritablement, nous met dans une situation où on a un comportement hybride et difficilement pensable dans le cadre qui nous est proposé. Bien, alors, quel reproche je fais à ce séquençage trompeur? D'abord, de détourner le regard, du, du présent et de la capacité à agir au présent. Parce que quand on est face à une telle modélisation, on se dit assez naturellement, il est totalement impossible, à l'échelle individuelle, même interindividuelle, d'avoir un impact décisif là-dessus. On ne pourra que reculer extrêmement lentement notre impact sur une année, etc. Et donc le jour, on pourra renvoyer vers décembre très très lentement ce jour du dépassement. Bon. Tandis que dès lors qu'on regarde beaucoup plus la seconde, le jour, l'instant, l'action en réalité qu'on est en train de faire, alors il est bien évident qu'on peut totalement corriger son empreinte. Je peux dans la journée avoir une empreinte écologique neutre, si ce n'est positive. Bien. Là où à l'échelle d'une année, je ne suis pas dans une action mesurable, je suis en dehors de ce que je peux immédiatement me représenter. Alors ça c'est un premier reproche, mais relativement faible. Je vais continuer pour vous expliquer ce qui moi me gêne dans cette manière de penser. D'abord, cette notion de biocapacité est très étrange. La capacité que la Terre a à se régénérer et à produire ce que nous consommons. Elle est très étrange parce qu'elle est totalement anthropocentrique. Il s'agit de regarder la Terre à travers une capacité de production des biens de la création en quelque sorte. Et il s'agit à cet endroit-là de regarder la production de la totalité du vivant et des phénomènes naturels comme du consommable. On les regarde en tant qu'ils sont du consommable. Le grand autre auquel on se confronte n'est pas du tout un grand autre, c'est ce qui est en tant qu'il est consommable. Voilà. Donc cet outil-là perpétue l'idée d'un monde qui produirait pour nous. La Terre comme sujet n'aurait d'autre action que cette biocapacité à se régénérer ou à régénérer les ressources qu'elle nous offre. Et par conséquent, dans le cadre de ce type de vision du monde qu'on déploie dans les manières de penser liées par exemple au jour du dépassement, à cette manière de penser, c'est littéralement la Terre est là pour produire pour nous. Voilà. La Terre est là pour produire pour nous. Et le grand autre, c'est la capacité de production qui nous est destinée et qui ne dépend pas totalement de nous. Et encore que, qui ne dépend pas totalement de nous, dans le cadre du jour du dépassement, on ne donne pas d'autre regard à la biocapacité que l'empreinte écologique, de manière générale. Bon. Donc, premier point, il y a dans ce jour du dépassement une vision du monde qui, en fait,
n'inclut aucune altérité radicale. La seule chose qui est hors de nous, c'est ce qui est en tant que ça produit pour nous. Voilà, premier point. Je vous dis ça parce que on pourrait tout à fait imaginer que cette affaire de biocapacité soit complètement mise en échec. Si on imagine que, par exemple, la Terre ne soit pas une instance dont la vocation naturelle soit de produire pour nous, mais une instance tout court qui est le propre sujet de son action, alors on pourrait se dire que produire moins pourrait être son propre but, produire plus pourrait être son propre but, arrêter de produire, produire différemment, faire autre chose pourrait être son propre but. En d'autres termes, euh, si la biosphère commence à créer des formes complètement incompatibles avec la vie humaine sur Terre, on peut imaginer que ce soit une augmentation de la biocapacité de la Terre, enfin de la puissance de Gaïa. Donc on a là une espèce voilà, de vision qui renonce totalement à l'altérité dans le champ de l'expérience humaine. En tout cas, de l'expérience humaine des mondes communs, du monde. Donc première critique, voilà, c'est le jour du dépassement, c'est une manière de penser qui implique que dans le fond, on cesse complètement d'imaginer qu'il y a de l'altérité dans la vie, dans le monde, en tout cas, l'altérité en dehors de l'humain. Bien. Puisque même la Terre n'est qu'une biocapacité, c'est-à-dire une capacité à produire des consommables. Bien. Alors, deuxièmement, mais ça c'est complètement évident, ça perpétue un rapport comptable à l'existant. C'est-à-dire que ça perpétue une manière de percevoir le monde qui met au cœur, à la clé de voûte littéralement de notre vision, perception, compréhension, soin du monde, le chiffre. On doit pouvoir mesurer. On doit pouvoir mesurer pour prendre soin. On doit pouvoir mesurer soi et l'autre en tant que c'est lié à soi, pour pouvoir prendre soin. On doit pouvoir traduire dans des termes mesurables, c'est-à-dire plus que tout autre particulièrement humain, pour pouvoir agir. Donc, en d'autres termes, on place entre soi et la terre, la biosphère, les animaux, les végétaux, le vent, je sais pas moi, les mouvements telluriques, tout ça, on place entre ça, entre ce grand ça et nous, le filtre du chiffre. Donc, un simulacre d'altérité, une altérité altérée, un rapport comptable qui permet en quelque sorte de désanimer totalement, de désubjectiver totalement l'existant. Il y a là par ailleurs une temporalité qui est très étrange. C'est une temporalité qui est purement humaine. En d'autres termes, c'est pas une temporalité qui est liée par exemple aux saisons. C'est pas une temporalité. Alors, les saisons, ça existe en dehors des humains. Hein. C'est pas quelque chose qui est strictement lié au jour et à la nuit. C'est pas quelque chose qui est lié au cycle de l'année, même si ça s'appelle le jour du dépassement et que c'est sur une année. C'est une temporalité qui surgit, qui séquence l'année. Ce qui séquence l'année, ce qui crée la séquence, c'est l'activité humaine. C'est le moment où nous consommons tout ce que la Terre peut produire pour nous en une année. Donc la séquence, le rythme de l'année, c'est un rythme qui découle exclusivement de l'activité humaine. Selon que je consomme plus ou moins, cette séquence va reculer ou avancer dans l'année. Donc, encore une fois, on a un rythme de l'année qui est proposé sur, comment dire, une articulation purement humaine. Je dis ça parce que si vous prenez par exemple des lectures mythologiques du temps, notamment des lectures qui expliquent les saisons, la saison morte, le mythe de Déméter et Perséphone avec Hadès, le mythe de Saturne. Ce sont des mythes qui expliquent l'hiver, qui expliquent une saison de régénérescence ou une saison dans laquelle les hommes sont en quelque sorte... mis à l'épreuve ou punis, mais,
par essence, ces mythologies-là vont rapporter ces variations, non pas à une action humaine, mais à des actions divines. On va externaliser cette séquence du temps. On ne va pas s'attribuer à nous-mêmes ce temps-là. Dans la vision du monde produite par les représentations comme le jour du dépassement, on dit il n'est de temps que de temps humain. Il n'est de temps que de ce qui découle de l'action humaine. Bien. Je vous dirais aussi que ce type de modèle, cette manière de penser, vraiment j'insiste sur la formule manière de penser parce que pour moi c'est assez générique et on le retrouve dans de nombreuses occurrences, acceptions, de nombreux différents jours du dépassement. Donc dans cette manière de penser, on propose une fausse tangibilité. C'est-à-dire que on dit voilà, ça va rendre les choses tangibles, à partir de maintenant, on n'aurait plus de ressources. Or, on en a. Oui, là on sort de la réalité, c'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, le modèle hyper tangible est en fait complètement délirant euh, pour un entendement humain lambda. Quand on nous dit, voilà, nous consommons plus que ce que la Terre peut régénérer, comment se fait-il que l'année d'après on puisse recommencer? Évidemment que ça s'explique. Mais voilà, en dehors de la notice scientifique qui va venir expliciter l'ensemble, pour le sens commun, ça crée de l'impensable. Comment se fait-il que ça puisse tenir au-delà de ce qui est censé être tenable? Et que se passera-t-il quand le jour du dépassement sera le 3 janvier et qu'on continuera à vivre le reste de l'année? Parce qu'on continuera à vivre le reste de l'année. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers ça, en fait, on fait exactement le contraire de ce qu'on souhaiterait faire. On développe une vision du monde strictement anthropocentrique, basée sur la maîtrise chiffrée de la totalité de l'existant, dans une temporalité qui est devenue strictement humaine, et dans une tangibilité fallacieuse, euh, dans une espèce de réalisme fallacieux, puisque dans le fond, en disant il y a une période avant et une période après le jour du dépassement, on décrit quelque chose comme euh, deux choses qui sont fausses. Une période dans laquelle nous consommons et ça va bien, et une période dans laquelle nous consommons et ça ne va pas. Il n'arrive jamais qu'on consomme et que ça aille bien, on est en train de détruire le monde, et il n'arrive jamais que nous soyons dans une situation apocalyptique. Ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Donc en fait, on se place complètement hors réalité, dans le champ de la mathématique. C'est juste dans le champ des représentations, enfin c'est contestable et c'est contesté, mais dans le champ de la culture, ça produit finalement une situation parfaitement fictive, exactement de la même manière que dans le jour du dépassement universitaire, il n'existe pas de situation dans laquelle il n'y a que les titulaires et dans une situation dans laquelle il n'y aurait que des vacataires. C'est absurde, ni l'un ni l'autre n'existe. Et par conséquent, en fait, on se place dans la position confortable de dire, c'est en corrigeant l'existant et en pensant dans le cadre de l'existant et dans les manières de penser que nous avons, par exemple mettre le monde en chiffres, qu'on peut s'en sortir. On se donne l'espérance de pouvoir modifier la variable d'une certaine manière, en continuant à penser précisément sur le modèle qui nous a mis dans le mur écologique. Voilà. Bien, donc en fait, voilà une manière de penser qui nous limite, par exemple, à penser dans le cadre du familier, dans le cadre du connu, dans le cadre des manières de faire qui nous sont proches, et qui nous place dans l'idée que on peut maîtriser, avoir un impact sur des variables euh, tangibles, euh, compréhensibles, parfaitement humaines, sûres, euh, et qui néanmoins en fait place l'action à milieu de nous. Si je me dis qu'il n'y a pas de jour du dépassement, mais la seconde du dépassement, et que chacune de mes actions est en quelque sorte comptable, coupable, désolé d'avoir dit comptable, euh, en tout cas doit être prise en compte dans l'action que j'ai sur la totalité, dès lors, je peux, la seconde d'après, sauver le monde. Je peux, la seconde d'après, agir radicalement. Je peux immédiatement prendre conscience de la totalité des interactions entre mes faits et gestes et l'existant. Bon,
ça nous ramène à autre chose qui est dans le fond la, la nécessité absolue de sortir le nez du guidon et de recréer de l'altérité radicale. Je ne suis pas le premier à le dire, il y en a beaucoup d'autres, notamment ceux qui ont écrit l'hypothèse Gaïa et qui ont fait de la littérature là-dessus, mais la, la question est là, quoi. Comment est-ce que on parvient à inventer ensemble une altérité suffisamment radicale pour nous sortir de nos manières de penser, euh, dans le fond, tant qu'on ne sortira pas euh, du paradigme de la maîtrise et de la prévisibilité, on ne sortira pas de ce qui nous a fait transformer le monde en consommable. Voilà. Donc, donc nous pouvons nous débarrasser de ce modèle-là, arrêter de l'utiliser et nous en réjouir parce que nous laissons de côté un outil fallacieux, déprimant, qui nous rend impuissants et qui participe du crime. Bien, voilà. Et ben, pouf pouf, je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Euh, ce qui me venait à l'esprit en y réfléchissant, peut-être un tout petit dernier point, c'est l'idée d'une immédiation. Ce qui est profondément malade, je crois, dans notre rapport à l'existant, à la biosphère, c'est le refus de la médiation et la volonté d'une immédiation. Immédiation, ça veut dire pas de médiation, pas de médiateur. Et alors, quelles pourraient être ces médiations? Ben, ça pourrait être des mythes, des contes mettant en scène une altérité radicale. En tout cas, ça a été beaucoup ça dans l'histoire humaine. Ça pourrait être des symboles et des figures qu'on invente aujourd'hui. L'hypothèse Gaïa que je mentionnais tout à l'heure, vous pourriez lire, je crois, les travaux de Goldsmith sur le sujet, mais il y en a d'autres. Euh, je vous mettrai les références en commentaire. Euh, donc voilà, faire un travail pour ensemble créer du symbole. Créer du symbole, c'est pas là pour protéger les oiseaux, c'est pour nous protéger de nous-mêmes. C'est pour délimiter notre action. Comprenez? Euh, je vous le dis bêtement, mettre la totalité du vivant en cage bien protégée de nous, c'est une manière en fait de l'abolir totalement. Ce qui compte, c'est de nous réformer culturellement de telle manière que nous soyons capables de laisser vivre autre chose que nos propres pulsions et que nous soyons capables de mettre des limites à notre volonté de puissance sans cesser de jouir par ailleurs parce que ça serait difficile. Bien, alors au cœur de cette limitation, mais en fait c'est pas tellement une limitation, dans le cœur de cette réorientation de l'entendement humain, il me semble qu'il faudrait refuser toutes les positions qui sont dans l'immédiation, dans l'immédiateté. Je veux immédiatement avoir des données de toute la Terre pour me dire très exactement dans quel rapport on peut mettre biocapacité et empreinte écologique. Je veux immédiatement être capable d'être aux manettes de la totalité de l'existant pour sauver la... Je veux rester avec moi, mais tous les petits outils qu'il y a sur mon bureau, ma calculette et mon radar et mon machin pour bien savoir tout. Non, non, non. Je respire, j'ouvre la fenêtre, je regarde ce qui est là et j'entame une discussion la plus harmonieuse possible en mettant un maximum de freins symboliques à mon action et en passant par exemple du paradigme de l'évaluation du paramètre de la maîtrise de prévisibilité à un paradigme du tâtonnement, de la pluralité, du tiers inclus, du temps long, de la présence à soi et aux autres, etc. etc. Voilà. Euh, et du progrès à la pérennité, par ailleurs. Là aussi, il faut switcher. Bon, écoutez, c'est déjà trop long. Bah écoutez, on se revoit bientôt. Salut tes joies. Et amusez-vous bien.